Bonjour Daniel, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Daniel, tu es sénateur écologiste du Val-de-Marne. Si je t'ai invité, c'est parce que Emmanuel Macron, hier, a lancé j'allais dire en grande pompe, c'était pas vraiment en grande pompe, il n'y avait pas grand monde autour de lui, son plan eau. C'était un peu une réponse finalement à ce qui s'est passé le week-end dernier à Sainte-Soline, où des militants et des militantes se sont mobilisés contre une méga bassine à Sainte-Soline, donc, et on sait voilà, tous les heurts qu'il y a eu, on en a beaucoup parlé, tous les problèmes avec les forces de l'ordre violentes et l'usage de la répression par l'État pour protéger cette méga bassine. Comment toi, tu as perçu ce plan? Est-ce que toi aussi, tu le mets en lien avec ce qui s'est passé avec les méga bassines le week-end dernier? J'aurais adoré que ce soit une réponse et surtout d'enregistrer le fait que ces méga-bassines, et de plus en plus de scientifiques le disent, l'écrivent, ça commence à être renseigné, sont une impasse. C'est une impasse parce qu'aller pomper de l'eau dans des nappes phréatiques qui ne se rechargent pas, même en hiver, c'est évidemment un risque majeur pour l'équilibre des sols et le devenir de la ressource en eau. C'est une impasse aussi parce qu'au fond, ça incite l'agriculture à rester sur un modèle dépassé, très gourmand en eau, alors que les évolutions climatiques nous invitent à modifier. Et puis le président a commencé par des mots durs en utilisant les mots de guerre. Il y avait d'abord des milliers de personnes qui venaient dire qu'il fallait une autre politique de l'eau. Donc je crois que c'est plus vraisemblablement une réponse nécessaire mais très insuffisante au bouleversement climatique et au fait qu'on sait maintenant que dans notre pays où l'eau était apparemment abondante et permanente, nous allons avoir de plus en plus à gérer des pénuries, des insuffisances d'accès à l'eau pour toutes les fonctions agricoles, industrielles et évidemment pour la consommation des citoyens. Alors, il a quand même fait quelques petites annonces. Tu dis que c'est insuffisant, mais il a annoncé un demi-milliard en plus pour les agences de l'eau. Il a annoncé que 10% des eaux usées allaient être réutilisées d'ici 2030. Il a fait une annonce d'un plan de sobriété. Bon, il y avait ce truc bon, qui a fait beaucoup rire, notamment sur les réseaux sociaux, de la mise en place d'un éco-watt de l'eau. Bon, encore un petit outil, c'est un peu comme un numéro vert. C'est quand même. Est-ce que toi, tu considères que je dis pas que tout est à jeter à la poubelle, mais que Ah non, non, c'est non, mais moi je ne considère pas que tout est acheté à la poubelle. D'ailleurs, il y a des mots, encore une fois, sur les mots, il y a beaucoup de choses qui me satisfont. Et il y a même d'ailleurs dans ces annonces des mesures qu'avec le groupe écolo ou d'autres groupes d'ailleurs de la gauche, nous avions proposées au moment du projet de loi de finances et qui avaient été retoquées. Donc, je pense pas. Tu évoques les 500 millions des agences de l'eau. Il faut savoir que ces 500 millions, en fait, j'imagine, c'est ce que l'État piquait dans le budget des agences de l'eau qu'il ne va plus prendre. C'est ce qu'on appelait le plafond mordant. En fait, l'État prélevait dans le budget 500 millions par an pour tout à fait autre chose. Donc, ne plus les prendre, c'est une bonne nouvelle parce que les agences de l'eau ont besoin d'avoir plus de moyens pour faire face. L'annonce d'une logique de tarification incitative est une très bonne nouvelle. Nous avions proposé, on peut appeler ça tarification incitative, tarification sociale. En tous les cas, c'est quand même à l'évidence les 18 ou les 20 premiers mètres cubes d'eau qui sont indispensables à la vie de chacun doivent être gratuits ou très peu chers parce que tout le monde doit avoir l'eau nécessaire à la vie. Et par contre, les mètres cubes qu'un particulier va utiliser pour remplir une piscine doivent évidemment être facturés beaucoup plus cher. On ne peut pas les mettre de la même façon. Si on veut que l'industrie ou l'agriculture deviennent plus économes en eau, il est assez normal de dire que ce qu'ils consomment aujourd'hui doit rester un tarif, mais toute consommation excessive doit devenir beaucoup plus coûteuse. C'est une mesure d'incitation qui est de bon sens. Et puis l'usage du mot sobriété et l'annonce de la nécessité de baisser de 10%, tout ça est très sérieux. Mon interrogation, c'est derrière les mots, quels seront les actes? Parce qu'hélas, on a souvent entendu le président utiliser des mots sur les sujets de crise climatique qui pouvaient être bien sonnés à nos oreilles, et puis avoir une difficulté dans le passage aux actes.
Juste un exemple sur ces 10% de baisse de la consommation. C'est une décision qui avait déjà été prise au moment des assises de l'eau, voilà plus de 3 ans. Et on annonçait moins 10% de baisse de consommation. Donc, alors, on recule l'échéance pour ces moins 10%, alors que la situation s'est aggravée depuis 2019. Donc, tu vois qu'il y a là une situation, on utilise des mots qui sont quand même assez justes pour beaucoup, mais est-ce que les actes suivront et quels seront les actes? C'est là où ça reste entier pour moi. Alors, vous, le groupe écolo au Sénat, vous aviez produit votre propre plan pour la préservation de l'eau il y a quelques jours, avec 10 propositions. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si le plan date d'il y a quelques jours, mais en tout cas, vous avez publié sur votre compte Twitter il y a quelques jours. Et il y a quelque chose qui ressort de votre plan, j'ai trouvé, et qui n'y a pas du tout dans le discours de Macron, c'est la question du public, en fait, de la gestion publique de l'eau, de qui prend les décisions. Alors, vous parlez à la fois vous dites qu'il faudrait une convention citoyenne sur l'eau, vous parlez de gestion, de l'importance d'une gestion publique de l'eau, vous parlez de moratoire et de comment est-ce qu'on prend les choix énergétiques finalement. Est-ce que cette dimension en fait de gestion publique de l'eau, le fait que Emmanuel Macron, voilà, ça soit pas dans son imaginaire, euh, comment est-ce que tu penses que ça peut impacter après justement la mise en place de ces, du plan que lui a proposé? Écoute, moi je pense d'abord que c'est un sujet majeur parce qu'avec la raréfaction de la ressource ou les modifications sur la ressource, il va y avoir de plus en plus de conflits d'usage. Au fond, ce qui se passe à Sainte-Soline sur les bassines n'est qu'une illustration de tensions beaucoup plus nombreuses et parfois moins visibles et moins dans le zoom médiatique. Donc, il y a déjà des dispositifs de gestion démocratique de l'eau avec les commissions locales de l'eau, avec les plans de gestion de territoire. Mais il y a besoin vraiment de remettre un focus sur ces sujets démocratiques. Donc, premier sujet, nous, on propose une convention citoyenne. La Fédération des pêcheurs que j'ai auditionné dans le cadre d'une mission propose la création d'un ministère de l'eau. Parce que, par exemple, l'État est découpé entre le ministère de l'Environnement, celui de l'Agriculture, celui de l'Industrie, qui n'ont pas les mêmes priorités et qui vont chacun jouer leur rôle. On voit bien que Marc Fesneau est en train d'essayer de réduire à néant les annonces du président et de dire on ne touchera pas au modèle agricole, en gros. Donc, ce sujet démocratique, si on veut que les conflits d'usage ne deviennent pas des conflits violents, eh bien, il faut trouver des réponses démocratiques à ça. On propose, nous, cette convention citoyenne, mais on propose surtout que dans chacun des territoires, les ONG, les élus, les exploitants, les agriculteurs, les industriels, les énergéticiens, parce que un des gros consommateurs d'eau, c'est quand même le nucléaire, hein, qui consomme une grande quantité d'eau, que tous ces gens-là puissent discuter à livre ouvert. Par exemple, dans l'eau sur les prélèvements, aujourd'hui, il n'y a pas l'État n'a pas la capacité ou ne nous fournit pas la capacité de mesurer l'évolution des prélèvements. Donc on parle d'une baisse des prélèvements de l'eau, mais il n'y a même pas de recensement des prélèvements existants ni des volumes. Un des sujets à Sainte-Soline qui a généré le conflit, c'est que théoriquement, il y avait des engagements multiples et le suivi de ces engagements mériterait d'être précisé et d'être fait à livre ouvert. Ça doit se traduire par des engagements individuels sur les baisses de volume, etc., si on ne veut pas qu'il y ait une confiscation de la ressource. C'est aussi pour ça qu'on parle, nous, toujours de modèle public. Parce qu'au fond, quand on est sur l'eau potable, le fait de concéder à des grands groupes, ça génère quand même une forme de privatisation de la ressource, même si c'est une concession, ce n'est pas une privatisation, mais on dégage du bénéfice sur cette ressource en eau. L'exploitation de nappes phréatiques par des producteurs d'eau en bouteille, c'est quand même une privatisation de la ressource. Et ça pouvait être Les acceptable méga-bassines aussi, hein, dans une certaine mesure. mais bien sûr, les méga-bassines aussi, si c'est quelques agriculteurs qui vont en bénéficier. Par ailleurs, il y a une discussion sur l'efficacité même du système avec les sujets d'évaporation, d'eutrophisation de l'eau, de risques, ne serait-ce que les oiseaux malades qui tombent dans ces méga-bassines, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de sujets soulevés. Donc nous, on pense qu'il faut plus de démocratie, de la gestion publique, parce que l'eau est un bien commun, c'est dit dans le Code de l'environnement et c'est rappelé. Et puis aussi, j'insiste, beaucoup recours aux scientifiques. Parce que peut-être pour sortir des conflits,
Il faudrait qu'il y ait une médiation aujourd'hui acceptée avec un renforcement des études académiques sur ces sujets de l'eau. On a la chance d'avoir beaucoup d'hydrologues, de climatologues entre CNRS, Météo France et d'autres labos. On a une production scientifique de premier rang. Donc peut-être c'est une façon d'ailleurs de montrer à tout le monde et je pense aux agriculteurs notamment que la poursuite n'est pas une solution pour eux et qu'en fait c'est l'inflexion vers l'agroécologie qui est une solution. Dans les propos de Macron, du président Macron, pardon, il ne parle quasiment jamais de la ressource, du milieu, de la préservation. Sainte-Soline, on est à côté à côté Le Poitiers. d'une des plus grandes zones humides de France avec le marais Poitevin. Et ce marais Poitevin souffre aussi. Par exemple, y compris le tourisme est en train de souffrir. Et donc, il faut regarder le cycle de l'eau dans la totalité. L'eau est plutôt mieux dans les sols et mieux dans les nappes que dans des bassines. Et il faut qu'on arrive à convaincre. Et peut-être le travail des scientifiques peut déboucher là où les tensions là où il y a une absence de politique, parce qu'à Sainte-Soline, où sont les politiques? Et enfin, je parle de ceux qui refusent de manifester, mais qui n'ont plus non plus vraiment une gestion de l'eau. Voilà. Donc, la démocratie. Daniel, est-ce que au fond, le problème, et ce sera ma dernière question, le problème, c'est que faire une proposition de plan eau, quel qu'il soit, dans le cadre d'une économie productiviste, extractiviste et croissantiste, c'est forcément voué à pas grand-chose, quoi. C'est voué à la catastrophe. C'est-à-dire, enfin, oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a T'as beau 53 harmoniser le cycle mesures. de l'eau, t'as beau harmoniser le cycle de l'eau et tout ce que tu veux, essayer Ouais. de colmater les fuites, etc. Si derrière, c'est pour donner de l'eau à l'agrobusiness, bah, ça va pas le faire. Exactement. Et on a le même sujet sur les centrales nucléaires, au passage, qui sont d'énormes utilisateurs d'eau et qui ont besoin de niveaux d'étiage. Et l'été, il y aura des conflits entre garantir la production électrique ou garantir l'irrigation de champs pour produire de l'alimentation ou garantir l'eau publique pour des villes. Donc, au fond, ce qui manque, c'est peut-être une pensée et une philosophie de cette eau bien commun, de son partage, des méthodes démocratiques. Et là, on a 53 mesures qui sont parfois bonnes. Hein. Franchement, moi, dedans, il y en a beaucoup que je prends. On ne sait pas toujours à quelle échéance et comment elles s'appliqueront, parce que toutes ne dépendent d'ailleurs pas de l'action gouvernementale. Mais tout ça, c'est souvent des mesures techniques, alors que le problème devrait être un changement de regard et notamment considérer qu'il faut d'abord préserver le cycle de l'eau, préserver les sols. Enfin, on parle souvent du bon sens paysan, mais le bon sens paysan était de gérer la ressource telle qu'elle était. Elle n'était pas de la dévoyer, de l'enfermer. Voilà. Donc, la sobriété doit s'appliquer à tout le monde, les scientifiques doivent nous aider et la démocratie doit permettre de trouver des réponses apaisées. Merci beaucoup, Daniel. Merci à toi. Bonne journée.